Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Host Leadership. Donc c'est un sujet que j'aime beaucoup. C'est un meet-up aussi euh, que j'avais donné avec mon collègue Loïc pour déjà Beyond Scrum Mastering c'était quand? En juin dernier, je crois. Donc aujourd'hui, ça va être un peu particulier parce que c'est la première fois. Enfin, du coup, c'est meet-up à distance. Ça va pas être exactement pareil que la manière dont on fait les meet-up d'habitude Beyond Scrum Mastering qui sont assez participatifs. Là, je vais voir comment. Je vais essayer de le rendre un petit peu participatif pour vous quand même, mais c'est vrai que pas forcément de la même manière qu'on fait d'habitude pour s'adapter aux contraintes à distance. Et j'avais pas forcément envie de limiter le nombre de personnes non plus. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Hop, alors, comme je disais tout à l'heure, donc pour l'instant, je vous demande de garder vos micros coupés pour pas qu'on ait trop de bruit parasite. Si vous voulez intervenir à un moment donné, poser une question, vous pouvez soit me la poser dans le chat, mais c'est pas sûr que je le vois toujours parce que bon, de temps en temps, j'irai peut-être sur ma présentation aussi. Et sinon, si vous voulez aussi couper votre micro pour poser une question de temps en temps, il n'y a pas de problème. Euh, pour démarrer, pour ceux je vois qu'il y a, il y a quelques personnes qui sont déjà qui sont déjà venus au Meetup Beyond Scrum Mastering. Il y a quelques habitués et peut-être d'autres pour qui c'est la première fois. Donc, Beyond Scrum Mastering, c'est un Meetup que j'ai créé avec Bastien Naudet en avril de l'année dernière. Donc, ça fait maintenant plus d'un an qu'on existe. Je n'avais pas réalisé encore. L'idée derrière le meet-up, donc maintenant c'est un meet-up que je co-organise avec Gwen qui est là dans les participants et Julien, deux autres collègues de chez Binext. Merci Wally. Et ouais, j'avais pas réalisé en fait, à force avec le confinement que c'était en avril là les 1 an de Beyond Scrum Mastering. On aurait dû faire quelque chose pour ça. Donc l'idée derrière ce meet-up, c'était de se dire, donc voilà, en plus euh, l'agilité se répand de plus en plus et donc le métier de Scrum Master, ou en tout cas tous les métiers qui sont autour de l'accompagnement d'équipes agiles, deviennent de plus en plus courants et de plus en plus de gens se forment par rapport à ça. Et donc souvent, il y a des gens qui vont se reconvertir dans les entreprises qui étaient peut-être avant chefs de projet ou qui étaient développeurs ou qui étaient des choses qui n'avaient rien à voir et qui vont devenir des Scrum Masters, des coachs, des accompagnateurs d'équipes agiles. Et souvent, on va avoir surtout quand on est Scrum Master, une formation de 2 jours pour devenir Scrum Master, donc qui va être quand même pas mal tournée autour de la méthodologie. Et après, on se retrouve euh, donc en face de l'équipe. Excusez-moi, voilà. On se retrouve en face de l'équipe, c'est pas forcément évident. D'accord, on a compris ce que c'était un sprint planning, une rétrospective, un sprint. Mais au-delà de ça, comment accompagner son équipe, quelles compétences avoir, comment animer une rétrospective, faciliter, comment faire en cas de conflit, quelle posture prendre, à quel moment je vais être l'idée quelque chose, à quel moment je me mets en retrait, j'observe, quel espace je laisse aux autres, etc. Toutes ces questions-là, moi, c'est des questions que je me suis... et on apprendra que ce n'est pas une méthodologie, en plus, exactement. Mais voilà, plein de choses, des questions que moi, je me suis posées dans mon parcours, que je me pose toujours. Et donc, le Meetup Beyond Scrum Mastering, c'était l'idée d'aller au-delà de Scrum, de tout ce qui est cadre agile, et plus de parler... enfin, voilà, d'avoir un espace de meet-up pour partager de la connaissance autour euh, d'autres compétences, d'autres choses, d'autres sujets dont on a besoin quand on accompagne des équipes agiles. Et donc, ça peut être très vaste. Donc voilà, donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de host leadership. Donc voilà, c'est un sujet que j'ai découvert donc, il y a un peu plus d'un an avec notamment ce livre-là. Euh, Host, les 6 nouveaux rôles de l'engagement de Marc McCargo et Hélène Bailey, qui est un peu
le premier livre de référence qui parle de ça. J'ai mis les références dans mes slides, je pense que je les mettrai sur le groupe Meetup ensuite. Donc je vais forcément commander à distance, donc c'est un peu particulier, j'ai l'impression de parler toute seule devant mon ordinateur. Je n'ai pas forcément beaucoup de retours. Donc n'hésitez pas, comme je disais tout à l'heure, à mettre des choses dans le chat ou des questions ou des remarques. Non, tu n'es pas seule, merci. Maintenant, je comprends pourquoi Pablo a ce meet-up du jeudi et il est tout le temps en train de demander, vous m'entendez bien, ça va, c'est bon, vous voyez mes slides. Comme je disais tout à l'heure, normalement, des meet-up Beyond Scrum Mastering, on essaie qu'ils soient toujours assez participatifs. Alors là, forcément, ça va être un peu plus limité, mais on verra ce que ça donne. Alors, je vais vous parler d'abord un peu donc, de qu'est-ce qu'on entend par host leadership. Alors, le leadership, déjà, ça peut nous évoquer plein de choses. Quand on pense leadership, on peut penser management et souvent on peut avoir aussi cette image du leader héros, celui qui mène, celui qui doit savoir, qui doit avoir des réponses. Euh, voilà, donc on a souvent cette image-là et dans les entreprises, on a eu pas mal ce modèle, notamment au début de l'ère industrielle, mais c'est quand même pas mal resté après. J'imagine que certains d'entre vous ont quand même croisé ça aussi pas mal, d'avoir ces managers qui se doivent d'être des leaders euh, qui mènent, qui ont les réponses, qui sont au devant, qui savent. Voilà, donc on peut avoir cette espèce d'image-là que le leader doit être quelqu'un de fort. Donc ça peut être utile par moment, et notamment par exemple en cas de crise, dans un moment de chaos, on peut en avoir besoin ponctuellement, comme ça a pu peut-être être le cas au tout début du coronavirus. Mais ça pose quand même plein de problématiques d'engagement de l'équipe, de quid de l'intelligence collective. Et souvent, ces personnes vont se retrouver à être dégoulées d'étranglement qui vont être nécessaires pour faire le moindre pas, étouffer. Donc, ça va étouffer aussi l'engagement ou les prises d'initiative dans l'équipe. Pour répondre un peu à ça, en opposition, en réponse, il y a eu aussi le servant leadership qui est apparu dans les années 70, dont on parle beaucoup en agilité et qui est un leadership qui se veut plus au service des personnes pour les soutenir et leur donner l'espace qu'il faut euh, pour travailler, pour mettre en œuvre au mieux leurs compétences, donc qui est déjà un modèle très intéressant et dont on entend souvent parler. On parle beaucoup du Scrum Master en tant que servant leader également. Mais c'est un modèle effectivement où on va encore se poser la question, d'accord, on est au service, très bien. Moi, ça me va, ça me parle quand j'entends ça. Mais j'ai toujours ce problème-là de posture de me dire, d'accord, bon, mais à quel moment quand même, est-ce qu'il y a des moments où je dois me mettre un peu plus en avant, initier les choses, les aider, à quel moment je me mets en retrait et puis, c'est un modèle encore qui est que d'un côté. On a le modèle, celui qui est devant et qui mène, on a le modèle, celui qui est le servant et qui sert. Euh, mais il y a quelque part un peu encore peut-être quelque chose qui, moi, me semble déséquilibré. Donc j'ai été... Ah, il me manque une petite image sur mon slide. Voilà. Hop. Euh, Ça m'a beaucoup intéressée quand j'ai entendu parler de cette métaphore du leader en tant qu'hôte. Euh, donc, ni héros ni servant. Euh, la métaphore de l'hôte, donc être un hôte, c'est quelque chose auquel on peut tous se rapporter, qu'on connaît tous. On a tous été à un moment donné probablement accueillir des gens chez soi et on a été aussi tous des invités, donc on a une idée de qu'est-ce qui nous semble nous être un bon hôte ou un mauvais hôte. Qu'est-ce qui nous semble agréable quand on est accueilli chez quelqu'un et qu'est-ce qui nous semble moins agréable.
et des questions qu'on se pose en tant qu'hôte. Donc c'est vraiment une métaphore qui peut parler à tout le monde. C'est aussi un art de l'accueil et du fait d'être hôte qui existe depuis la nuit des temps dans, dans la culture humaine et qui est très très forte dans certaines cultures. Euh, donc dans le livre, il parle d'un petit exemple que j'aime bien sur euh, ce qu'ils appellent l'effet Disraeli, donc deux premiers ministres britanniques du 19e siècle qui sont apparemment connus en Angleterre, moi je ne connaissais pas du tout, Disraeli et Gladstone. Et donc, en tant que Premier ministre, forcément, très en vue, ils vont recevoir beaucoup de monde. Et les personnes qui étaient reçues chez le Premier ministre Gladstone, en ressortant, se disaient, oh là là, qu'est-ce que cet homme est brillant, est intelligent, charmant. C'est vraiment quelqu'un de fantastique. Et quand ils étaient reçus chez Disraeli, ils se sentaient eux-mêmes des personnes brillantes, intelligentes, charmantes. Donc là, on avait quelque chose de complètement différent entre quelqu'un qui se mettait lui en avant et menait les choses et donc était celui qui prenait la place et que les autres admiraient, et un autre d'Israéli un autre qui créait l'espace chez lui pour que les gens, ses invités, soient mis en avant et que ce soit ces invités qui puissent briller et qui puissent se sentir à l'aise et qui aient cet espace-là. Donc c'est là où voilà, on rentre euh, dans cette métaphore euh, de ce que c'est qu'être un hôte et dans le pouvoir aussi. Voilà, quel est le pouvoir qu'on peut sentir de l'hôte qui va pouvoir, en fonction de ce qu'il crée, de l'ambiance qu'il crée, de l'accueil qu'il fait, de l'espace qu'il crée, faire en sorte que ses invités euh, aient l'espace pour briller, l'espace pour mettre en œuvre leurs compétences. Donc ça va être tout un équilibre entre à quel moment je dois faire un pas en avant et être celui qui montre l'exemple, qui mène, qui fait, et faire un pas en arrière, me mettre en arrière pour observer de quoi a besoin mon entourage, laisser les autres prendre la place, laisser les autres s'exprimer, laisser les autres faire et profiter de la soirée. Donc un autre, il va bien évidemment au départ mener les choses pour inviter, créer la soirée, accueillir les gens et montrer l'exemple. Et puis à un moment donné, il va aussi se mettre en recul pour les laisser profiter de la soirée et profiter de ce qu'il a créé et de ce qui se passe autour de lui. Donc c'est toute une danse entre les moments où je fais un pas en avant, où je fais un pas en arrière et dans quelle posture je me mets. Et donc c'est ça qui va être intéressant là-dedans. Donc Mac Markergo, donc dans sa métaphore du host leadership, donc il utilise cette métaphore de l'hôte pour se poser des questions sur notre propre posture en entreprise. Et donc moi c'est une métaphore qui m'a tout de suite beaucoup parlé, que j'aime bien et que je trouve très intéressante. Donc non seulement, bien entendu, pour les managers, donc c'est un outil intéressant pour accompagner les managers dans leur transformation, dans se poser la question de quelle posture ils ont vis-à-vis de leurs équipes. Mais également pour les Scrum Masters, c'est très très approprié, mais pourquoi pas aussi pour un Product Owner, euh, vis-à-vis de son produit, vis-à-vis de son équipe, et puis pour n'importe quelle personne de l'entreprise, à quel moment, dans quelle posture je me mets. À un moment donné, il parle aussi de l'intérêt, quelque part, même quand je suis l'invité, quand je ne suis pas forcément l'hôte dans la métaphore ou je peux aussi me positionner moi de telle sorte que si je me positionne en invité, ça va peut-être changer la posture de l'autre. Ou si je décide de me positionner différemment par rapport au fait d'être un hôte. Alors, dans le host leadership, ils décrivent des lieux et des rôles. Je vais vous parler un peu des lieux d'abord. Donc, il y a 4 lieux du host leadership. Donc, le premier lieu, ça va être le lieu de se mettre sur scène. Donc là où je suis, par exemple, à l'heure actuelle avec vous, être au centre de l'attention, au devant de la scène, faire en sorte que les choses avancent. Donc évidemment, donc il y a le sur scène
de manière évidente quand je suis celui qui parle, que ce soit dans une réunion, dans une présentation, dans un événement. Euh, mais aussi, on peut aller dans la métaphore au quotidien, quand je prends les choses en main, quand je décide de mener l'action, d'initier une action, de mener une action. Peut-être que je vais me mettre sur scène, me mettre en avant, me mettre au centre pour faire les choses. Donc ça va être un lieu qui va aller avec une position plus en avant. Ensuite, je vais avoir un lieu qui va être avec les invités. Donc, je fais partie du groupe comme les autres. Donc, c'est un moment où l'autre devient un participant avec ses invités, au milieu de ses invités, et va participer au même titre que tout le monde, mais avec toujours, peut-être par moment, ce rôle un peu particulier de faire toujours attention aux autres, à leurs besoins et à montrer l'exemple, même en étant avec les invités. Mais c'est une posture différente d'être sur scène où je me mets en avant. Là, je me mets au même niveau que tout le monde. On a ensuite une position sur le balcon. Alors, j'ai laissé la traduction, enfin en anglais, ils appellent ça in the gallery, parce que du coup, je trouve que sur le balcon et pas en français, on sait que c'est compliqué de dire dans la galerie, ça parlerait pas vraiment à personne, mais c'est cette idée un peu de l'espace, la galerie, euh, comme on pourrait l'imaginer dans une ancienne demeure. Grande demeure où on aurait un lieu de réception et une galerie qui serait autour, en fait, en haut, où du coup, en fait, quand on se met sur le balcon, on voit les invités, c'est un moment on prend du recul, et en même temps, on a une vue d'ensemble, en fait, sur ce qui se passe et sur les invités. Donc, c'est pas forcément l'idée sur le balcon, je vais m'isoler sur le balcon qui tourne le dos à mon salon et où je regarde dehors, mais plutôt à un endroit où je vais avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe pour observer, pour écouter, pour prendre du recul. Donc dans une posture un peu plus en arrière. Ensuite, je vais avoir dans la cuisine. Donc là, dans la cuisine, c'est l'endroit où où je prépare, donc où je prépare le repas pour les invités. Donc c'est une sphère privée, un endroit où je vais être seule ou alors en cercle restreint des gens que j'ai choisis pour m'aider et où je vais pouvoir préparer, réfléchir à ce qui va se passer, apprendre, développer des choses. Voilà, c'est mon espace de travail plus privé, où je suis seule. Alors, ce qui va être intéressant maintenant, en fait, dans ces 4 lieux, ça va être de plus se poser des questions sur comment on peut utiliser ces lieux, comment on les utilise déjà à l'heure actuelle dans notre quotidien. Donc là, alors, c'est là où je vais vous proposer peut-être un petit moment participatif pour vous poser les questions. Alors d'habitude, dans ce meet-up-là sur le host leadership, j'aime bien que chacun prenne individuellement un peu un défi qu'il trouve dans son quotidien et réfléchir et on fait des petits groupes pour discuter. Alors là, je me suis dit que dans un meet-up comme ça, faire des petits groupes pour discuter, ça allait être vraiment compliqué. On l'a fait en open space, mais là, comme je ne savais pas du tout combien de personnes allaient venir, euh, je me suis dit que ça allait pas être approprié. Donc, alors attendez, je découvre qu'il y a des messages dans le chat. Je regarde s'il y a des questions. On ne voit pas, ouais, comme une mezzanine, ouais, comme une mezzanine, c'est ça. Le balcon du théâtre, exactement, la galerie. Donc voilà, donc je voulais vous proposer quand même d'essayer, tout en restant tous dans la même salle, de faire un peu de participatif sur un visuel. Donc je vais vous mettre dans le chat un lien vers Draft. Euh, donc sur Draft, j'ai créé un board. Donc là, je vous ai mis le lien dans le chat. Si vous cliquez dessus, normalement, vous y avez tous accès sans faire de compte, sans rien faire. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous y accédez bien? Alors, je vois qu'il y a plein de gens qui arrivent dessus. Donc c'est que ça doit fonctionner. Alors là, l'idée, ça va être pour chacun de se demander, là, dans vos pratiques professionnelles à l'heure actuelle, les pratiques que vous faites le plus dans votre quotidien en ce moment,
où est-ce que vous les faites? Dans quel lieu vous vous positionnez le plus pour faire ces pratiques naturellement? Alors, j'ai mis un exemple par lieu euh, pour que, pour que vous puissiez un peu voir. Voilà, donc j'ai mis par exemple pour un Scrum Master, euh, présenter une activité de rétrospective. Donc ça serait plus quelque chose qu'il fait sur scène pendant la rétrospective où il va présenter quel est le cadre en fait de ce qu'il propose. Participer au daily meeting serait quelque chose qu'il va peut-être faire avec les invités. Par contre, s'il était en facilitation, peut-être qu'il serait sur scène. Ou peut-être que des fois, il se mettrait sur le balcon pendant le daily meeting pour observer ce qui se passe. Sur le balcon, observer les besoins de l'équipe lors du sprint. Et par exemple, il va aller dans la cuisine pour préparer la rétrospective. Donc là, ce que je vous invite à faire, pour ceux qui veulent, que ceux qui ont envie, chacun, c'est de mettre des post-it sur le draft. Donc pour mettre un post-it sur le draft, vous avez juste, vous avez le menu à gauche. Je vais peut-être vous montrer rapidement. Vous avez le menu ici, hop, et vous cliquez, ou alors après juste vous cliquez sur le draft, ça va vous créer un élément. Et vous pouvez mettre des choses dessus pour qu'on voit un peu comment ça se passe pour vous. Voilà, donc je vais vous laisser quelques minutes pour faire ça, pour ceux qui le souhaitent. Après, vous pouvez aussi le faire pour vous de votre côté. Si vous n'avez pas envie de le faire sur le draft, c'est comme vous voulez. Et je ne vous ai pas demandé, mais évidemment, est-ce que vous Voilà. avez des questions sur ce que j'ai dit jusqu'à présent, sur la métaphore, sur les lieux? N'hésitez pas. J'ai pas entendu ce que tu as dit, Fleur, tu peux répéter s'il te plaît? Oui, est-ce que vous avez des questions sur ce que j'ai dit jusqu'à présent, sur les lieux, sur la métaphore? Non, c'était clair. Ok, Ouais. merci. Bon, les autres, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Soit enlevez votre micro, enfin, pardon. Soit vous remettez votre micro, soit vous pouvez écrire dans le chat.
Bonjour Fleur, c'est moi-même. J'aurais une petite question. Oui. Alors, par rapport à ces quatre positions, est-ce que tu penses qu'un leader en sens large devrait partager son temps, ou consciemment ou inconsciemment, hein, sur ces quatre positions? Est-ce qu'il faut qu'on soit toujours équilibré sur ces quatre, ou est-ce que ça n'a pas de signification en fait, on peut être plus l'un que dans l'autre? Alors c'est une bonne question. J'ai j'ai pas de réponse, disons, évidente ou claire à te là-dessus. Est-ce qu'on enfin, c'est justement, j'allais venir à ça. Là, je vois pas mal de choses qui arrivent sur le board et on peut voir, par exemple, faciliter un atelier de travail avec les invités, animer des ateliers, sur scène. Donc il va y avoir des fois des mêmes actions que quelqu'un va faire avec une intention en étant plus dans une posture avec les invités, d'autres gens vont le faire plus à être dans une posture sur scène. On a tous des lieux avec lesquels on est plus à l'aise. Donc ça allait être justement ma question d'après pour vous. J'avais mis sur le draft quelques petites questions. Dans quel lieu vous êtes le plus souvent? Dans quel lieu vous avez tendance à être le plus souvent? Dans quel lieu vous allez avoir tendance à être le moins souvent? Après, quel est le lieu dans lequel vous êtes le plus à l'aise et le moins à l'aise? Alors naturellement, on a tendance à aller, vers les lieux vers lesquels on est le plus à l'aise et à être moins souvent dans les lieux dans lesquels on est le moins à l'aise, mais c'est pas toujours vrai. Par exemple, on pourrait avoir besoin de temps dans la cuisine, de temps pour soi, de temps pour préparer des choses et ne jamais réussir à le trouver. Donc moi, je pense quand même que c'est important d'avoir un équilibre entre les lieux. Après, de dire est-ce qu'il a vraiment besoin d'être un quart, un quart, un quart, un quart, heu, ce serait, trop strict et ça dépendrait vraiment trop du contexte de chacun. Par contre, c'est là où je trouve cette métaphore intéressante et ces lieux intéressants, c'est, de se poser la question, heu, alors ça va dépendre de tes activités. Pablo en parle dans un article sur le host leadership à travers la série de la pratique, oui. Ça dépend aussi de l'équipe, de ton environnement, non? Oui, tout à fait. Alors ça dépend de l'équipe, ça dépend de ton environnement. L'article de Pablo, je l'ai mis en référence aussi dans la fin de mes slides. Surtout, il faut éviter d'être absent d'un de ces cadrans, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas tant est-ce que j'équilibre vraiment parfaitement entre les quatre, mais c'est de quoi j'ai besoin à quel moment. Est-ce qu'il y a un endroit où je vais jamais? Ce qui serait quand même un peu dommage parce que, par exemple, imaginons que je vais jamais sur le balcon. Ça veut dire que je prends jamais de temps pour prendre du recul et pour observer et pour me poser des questions pour moi. Si je vais arriver dans la cuisine, c'est pareil. Ça veut dire que j'ai jamais de temps pour préparer, réfléchir, développer des choses par moi-même. Si je vais jamais avec les invités, bah, je me mets jamais en groupe avec les autres. Alors évidemment, ça va dépendre de son travail, mais là, en l'occurrence, dans l'agilité avec nous, on a quand même des métiers où, où, où il y a toujours besoin à un moment donné pour que ça ait du sens d'être avec les invités. Et je dirais pareil, sur scène, si on va jamais sur scène, par exemple, ça voudrait dire aussi qu'à aucun moment on se met en avant pour prendre des initiatives ou pour parler en réunion, pour proposer quelque chose, ce qui a de l'intérêt aussi. Par rapport à ça, pour les quatre lieux, je dirais aussi, donc voilà, c'est donc dans quel lieu je vais le plus souvent, le moins souvent, là où je suis le plus à l'aise, le moins à l'aise. Donc ça, c'est des questions intéressantes à se poser pour justement se demander est-ce que je suis très déséquilibrée à un endroit ou pas? Et est-ce que et en fait, si on se rend compte qu'on est très déséquilibré, qu'on est complètement plutôt dans un lieu et qu'il y en a d'autres qu'on délaisse, quel impact ça a sur mon travail et quels bénéfices je pourrais avoir à explorer les lieux où je vais pas souvent? Pour moi, c'est surtout ces questions-là, en fait, qui sont intéressantes. Est-ce que ça répond à ta question? Tout à fait, hein, c'est très bien. C'est parce que je me suis souvent posé ces questions-là sur l'équilibre ou pas, mais j'ai appris ta réponse et puis les commentaires, hein. C'est vrai qu'il y a des endroits où on est plus à l'aise que d'autres, mais il est important de ne pas être enfin, ne pas être dans un seul endroit, peut-être que dans un seul endroit ou dans deux endroits et oublier les autres. Mais c'est très clair ce que tu veux dire. Merci beaucoup, Fleur. Je t'en prie. Donc voilà, donc là justement, c'est ça que je voulais vous inviter à faire une fois qu'on a posé les pratiques dans les quatre lieux, c'est de vous demander individuellement dans quel lieu vous avez le plus souvent. Donc les questions que je viens de dire, là où vous êtes le plus souvent, le moins souvent, là où vous êtes à l'aise, pas à l'aise. Et
Donc, par exemple, quand je demande aux participants de prendre un défi qu'ils rencontrent dans leur vie professionnelle, prendre voilà, quelle problématique vous rencontrez dans votre vie professionnelle en ce moment, quel challenge vous avez, et se poser la question quel lieu pourrait m'aider en fait. Et est-ce que peut-être il y aurait un bénéfice à aller dans un lieu où je ne vais pas souvent, et comment je peux faire pour aller dans ce lieu-là où je ne vais pas. Donc, je vous ai repris ici quelques questions de réflexion qui vont avec ces lieux et qui viennent aussi du livre de Host Leadership. Donc, par exemple, si je me dis sur scène, ça pourrait m'aider, à ce moment-là, on peut se demander quelles sont mes intentions d'aller sur scène pour ce moment-là, qu'est-ce que je veux créer avec ça. Et ensuite, comment je fais pour m'échauffer. Ça a l'air bête, mais même un peu, ça va aider. Quand on va parler, participer comme ça, c'est important de se demander, par exemple, qu'est-ce que ça va être ma phrase d'ouverture pour pas se retrouver complètement à sec pour démarrer. Et en même temps, ne pas avoir forcément prévu tout son discours complètement et le lire, parce qu'à ce moment-là, ça va être peut-être trop figé. Et quel sera le moment de me mettre en retrait de nouveau, pour pas prendre non plus peut-être trop de place sur scène. À quel moment ce sera bien que je me mette en retrait et que je laisse la place? Comment je clôt mon intervention sur scène? Donc ça, typiquement, moi, je sais, alors là, pour un meet-up comme ça, non, pas forcément, mais quand je vais faire une intervention assez minutée, je vais avoir en tête souvent avec quoi je veux démarrer, quelle est mon ouverture et avec quoi je veux conclure. Et entre les deux, il y a un fil directeur, mais ça peut être un peu plus improvisé. Avec les invités, qui sont les invités en fait dans mon contexte? Pour vous, dans votre contexte, c'est qui les invités? Donc ça peut varier en fonction des moments. Il y a des moments, est-ce que c'est votre équipe, votre client, vos parties prenantes dans votre problématique? Qui seraient les invités? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur demander? Et donc, pour se trouver un peu plus de temps, si vous vous dites que les temps avec les invités, c'est ça dont vous avez besoin en ce moment, de réfléchir à des occasions dans les prochaines semaines où vous pourriez passer du temps avec ces personnes-là dans un cadre informel. Ça, j'aime bien aussi dire dans un cadre informel avec les invités. C'est dans le monde professionnel, c'est important aussi de se dire il y a des moments où ça va apporter de la valeur de trouver des moments de partage en fait dans des cadres informels. Alors moi, je sais qu'en tant que coach, la pause café, c'est un de mes outils de travail que j'ai préféré, que j'aime beaucoup. Et la pause déj aussi, pourquoi pas. Et pas forcément un outil de travail, mais en fait, sur le moment, on ne le pense pas comme un outil de travail et on se rend compte après que ça a apporté plein de choses, en fait. Sur le balcon, donc sur le balcon, quelle situation, quelle personne, quel événement j'ai envie d'observer, j'ai besoin d'observer? Où est-ce que je vais me mettre pour avoir un meilleur point de vue? Voilà, et donc si vous en avez besoin, quel moment je vais choisir dans les prochaines semaines pour y aller et regarder? Et des fois, ça peut être se mettre sur le balcon, ça peut être quelque chose d'une posture complètement intérieure et mentale, hein. Je suis en réunion, peut-être que je vais pas du tout changer dans ma posture physique, quoique souvent on va avoir tendance peut-être à se mettre un peu plus au fond de la chaise, à faire des choses, mais c'est pas forcément conscient. Mais des fois, ça peut être aussi vraiment une posture physique. Quand on est dans un atelier, par exemple, de consciemment se mettre dans un coin de la pièce pour laisser les gens prendre le devant, prendre la main sur ce qui se passe et se mettre soit en retrait. Et il y a des fois aussi où on va pas avoir soit on sait qu'on ne pourra pas aller sur le balcon de la manière dont on veut. Et donc on peut se dire, voilà, j'ai peut-être demandé à quelqu'un de le faire pour moi, d'être un observateur, et à qui je pourrais demander de me donner une autre perspective, d'être la personne qui va aller sur le balcon pour moi, qui va regarder ce qui se passe. Typiquement, peut-être pendant que je suis sur scène ou avec les invités, demander à quelqu'un d'être sur le balcon pour moi et de me faire des retours ensuite pour pouvoir améliorer des choses. Et dans la cuisine, le fameux moment dans la cuisine, qui des fois est pas évident de trouver du temps pour soi dans la cuisine. Alors là, c'est toujours pareil, hein, ça dépend de son contexte, ça dépend de quel métier on fait. Peut-être quand on est développeur, c'est plus facile de passer plein de temps dans la cuisine parce que souvent, justement, c'est là qu'on va travailler le plus devant son ordinateur.
Mais quand on est un Scrum Master ou même surtout un manager et qu'on est dans une entreprise qui va peut-être avoir la réunionnite aiguë comme beaucoup, trouver du temps dans la cuisine, c'est pas forcément évident. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour se donner un peu de temps dans cette cuisine? Qu'est-ce qui serait le plus bénéfique pour nous? Comment on peut en faire plus? Comment on peut planifier ce temps-là et s'y tenir aussi pour que ce soit un temps bénéfique et un temps qui ait de la valeur. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques là-dessus? OK. Donc voilà, donc ces questions-là, ces questionnements-là, ces positions-là, ces lieux, c'est des outils qui aident à la réflexion et à se poser des questions sur sa posture, où est-ce que je vais, comment je vais et en quoi ça peut m'aider. Donc ensuite, l'hôte, il va avoir différents rôles qui sont décrits par cette métaphore du host leadership. Il va avoir le rôle d'abord, donc j'ai laissé les noms des rôles en anglais ici. Il va avoir le rôle d'être celui qui initie. Donc un autre, il va regarder ce qui se passe autour de lui et se dire: «Ah tiens, par exemple, ça fait longtemps que j'ai pas vu tels et tels amis», ou «Tiens, je me rends compte que telle personne, j'ai l'impression qu'elle est un peu, isolée en ce moment, qu'elle aurait besoin, de soutien. Donc tiens, je vais initier, ma vision, mon objectif de faire un dîner avec, ces amis-là chez moi et je vais faire mon premier petit pas dans cette direction». Ensuite, il va avoir le rôle de celui qui invite. Donc, je donne mon invitation, j'invite les personnes à ce dîner que je me suis donné. Et évidemment, quand on invite les gens à dîner, ou on invite les gens chez soi, on espère qu'ils disent oui, mais ils ont toujours le droit de dire non. Heu, on va donner le cadre, les attentes, voilà, je vous invite tel jour à telle heure, heu, c'est moi qui fais tout ou alors, c'est un dîner à la bonne franquette, chacun amène un petit quelque chose, on va donner les attentes, on va donner le cadre de ce qui se passe, mais on va donner aussi évidemment la possibilité de refuser. Donc ça va être important. Donc chaque rôle, là je vais vous donner des choses qui sont, voilà, je parle du dîner, c'est directement dans la métaphore, mais après on peut le rattacher à ce qui se passe dans notre vie du quotidien et dans le travail et aller plus loin. Donc ça va être une métaphore qui va être un peu évidente dès qu'on parle d'événements. Je crée une réunion, un événement, un atelier, mais il n'y a pas que ça en fait. On peut aussi aller un peu plus loin dans la métaphore et se dire, bah, au quotidien peut-être que, donc je suis celui qui initie quand je suis attentif à ce qui se passe autour de moi, que j'ai une vision, un objectif à plus long terme de ce que j'aimerais qu'il se passe et que je vais peut-être initier un petit pas dans cette direction-là et que je vais inviter les gens à participer avec moi à un projet, à un sujet, à quelque chose ou à les inviter à se mettre en avant. Et dans cette invitation, donc là, c'est vraiment le pouvoir de l'invitation qu'on retrouve, on en parle beaucoup dans le coaching du pouvoir de l'invitation pour les managers et qu'on retrouve dans cette métaphore de l'hôte. Hem, évidemment, quand on invite les gens chez soi, ils ont le droit de dire non. C'est beaucoup moins évident quand on est au travail et quand on est dans une réunion, quand son chef, nous invite à une réunion, quand c'est un grand chef qui nous demande de faire quelque chose. Est-ce que c'est une invitation ou pas? Est-ce que j'ai la possibilité de refuser? Et le fait de donner la possibilité de refuser, ça permet d'avoir, des oui qui vont vraiment être authentiques et qui vont engager les personnes beaucoup plus. Donc comment je peux faire pour leur laisser cet espace de refuser? Comment je réagis si tout le monde a refusé mon invitation? Quelles questions je me pose? Peut-être que je m'étais trompée dans le besoin, que j'avais ou que j'ai mal, clarifié les attentes. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus de oui et parler aux gens? Ensuite, l'autre, il va créer un espace. Donc préparer son espace, pour ce qu'il veut, qui s'y passe. Donc, et ça peut être l'espace physique. Alors là, en ce moment, de nos jours, par exemple, on prépare beaucoup moins l'espace physique, à part sa propre chaise, son environnement, ce qu'on veut que les autres voient, dans la visio.
Mais par contre, on va préparer le lien Meet, le draft pour que vous puissiez faire des choses dessus, etc. Et il va aussi avoir créé de l'espace psychologique, de l'espace mental, de l'espace pour les gens pour s'exprimer. Donc, comment avoir un environnement où ils se sentent en sécurité pour pouvoir s'exprimer. Et donc, on dit souvent que l'hôte, c'est le premier arrivé, c'est le dernier parti. Donc, c'est le premier arrivé, en général, il est là avant, justement, pour préparer cet espace, disposer les chaises, mettre la table. Mais il va être aussi le dernier à ranger, à faire en sorte que tout le monde soit bien rentré chez soi et pouvoir clore les choses. Et donc, cette création d'espace, elle revient aussi à l'intention qu'on veut mettre là où on invite les gens. Ça revient à cette vision, à cet objectif qu'on a, qu'est-ce qu'on veut qu'il arrive. Je ne vais pas préparer le même espace en fonction de ce que je veux. Si je ramène ça à la création vraiment d'un espace physique dans une salle de réunion pour un atelier, si je dispose les chaises tout en face d'une scène, par exemple, je crée un espace où quand les gens vont arriver, ils vont immédiatement se dire ah tiens, c'est une présentation descendante, je vais être assis, je vais être passif et je vais écouter quelqu'un parler. Donc, si j'ai créé ce cadre-là, je vais pas je vais pas pouvoir attendre forcément des gens qui soient eux-mêmes très participatifs. Par exemple, mais si au contraire j'ai mis toutes les chaises en rond dans ma salle de réunion, peut-être que là, les gens en arrivant vont se dire ah bah on est tous au même niveau et je vais créer quelque chose. Voir le type d'invitation en amont, exactement. Donc oui, il y aura évidemment l'invitation. Le type d'accueil définit aussi l'espace. Oui, le type d'accueil va peut-être aussi définir l'espace. Comment j'accueille les gens, euh, comment je suis quand je les accueille, est-ce qu'ils se sentent accueillis, est-ce que pas forcément. Oui, alors évidemment, tous les rôles sont très liés. Euh, L'espace que j'ai créé, si mon invitation n'était pas claire et que mes attentes n'étaient pas claires, j'aurais beau recréer l'espace, peut-être qu'il va y avoir une dissonance. Donc effectivement, tous ces rôles sont toujours très liés. Il va y avoir donc ensuite le rôle de gardien de la porte, entre guillemets, qui est évidemment très lié au rôle de créateur de l'espace, parce que donc on a créé un espace, j'ai cet espace-là, mais il faut que je le maintienne, cet espace. Et donc, pour maintenir l'espace, à un moment donné, il faut aussi être un gardien du cadre de l'espace et savoir déjà qui on veut inviter et qui on ne veut pas inviter, qui est autorisé à rentrer ou pas. Donc, je fais une fête chez moi, j'ai invité des gens. Il y a des gens que je n'ai pas invités qui déboulent. Est-ce que je les accueille ou non? Est-ce que je décide de leur fermer la porte? Ou j'ai un ami qui arrive sans m'avoir prévenu avec sa nouvelle compagne ou son nouveau compagnon, est-ce que je l'accueille ou pas ça va peut-être dépendre de plein de choses et de mon contexte. J'ai fait une rétrospective avec mon équipe et là, tout d'un coup, il y a un grand manager qui arrive et qui veut venir observer la rétrospective. Est-ce que je lui dis oui ou est-ce que je lui dis non? Est-ce que là, faire peut-être gentiment et fermement, je vais lui dire que c'est pas forcément sa place, mais que s'il veut participer une prochaine fois, on peut faire quelque chose pour ça. Mais qu'en tout cas, là, on a créé un espace sécurisé pour l'équipe et que donc, on ne souhaite pas qu'il soit, enfin, que c'est pas possible pour lui d'être là en observateur. Donc ça va être mon rôle de gardien. Et de savoir qu'est-ce qui est encouragé ou découragé comme comportement. Donc souvent, je vais montrer aussi l'exemple en tant qu'hôte de ce que je souhaite comme comportement et je vais poser mes règles. Je peux être très accueillant, avoir fait mon espace, mais pour que cet espace soit sécurisé et parce que c'est chez moi, j'ai mes règles aussi. Non, chez moi, on ne fume pas à l'intérieur, on fume à la fenêtre ou même pas à la fenêtre, il faut descendre et fumer dehors, par exemple. Euh, Pareil, quand je facilite une réunion, un atelier, quels sont les comportements qui sont autorisés ou pas et comment je vais faire pour, euh, pour garder ce cadre-là. Le gardien de la porte, ça va être au quotidien, il va aussi faire en sorte que l'équipe elle ait des routines qui soient mises en place, des rituels, des règles de vie. Donc ça ne veut pas dire que c'est lui qui édicte les règles, mais par exemple, un Scrum Master, dans ce cadre-là, il va vraiment me dire, s'assurer que l'équipe ait son cadre et que ce cadre-là
soit respecté. Et évidemment, ce cadre-là va évoluer en fonction de l'environnement, des besoins de l'équipe, etc. Donc, le 5e rôle de cet hôte, ça va être aussi d'être celui qui connecte, qui est un connecteur, donc qui va, lui, se connecter avec les invités. Donc peut-être aller les accueillir personnellement, chacun, avec un petit mot, se reconnecter à comment ils vont, etc. Mais aussi connecter les invités entre eux, présenter les personnes qui pensent qui serait bien de présenter les uns avec les autres, et faire ce travail de connexion entre les gens, de connexion des personnes au sujet, aux transitions. Donc, peut-être amener des idées. Tiens, un tel et un tel, je sais que vous vous intéressez à tel sujet et est-ce que vous avez pensé à ça, etc. Et s'assurer que personne n'est oublié, personne n'est dans un coin et que tout le monde est engagé de la manière dont il le souhaite. Connecteur, animateur, ça peut être ça, oui, animateur. Animateur, c'est un peu plus vaste pour moi. Il y a plein de choses dans animateur, mais oui, connecteur, voilà, c'est vraiment le fait de créer des liens entre les personnes. Si je le ramène encore une fois au rôle de Scrum Master, par exemple, un Scrum Master, souvent, c'est important qu'il connaisse plein de gens dans l'entreprise ou qu'en tout cas, il aille faire ces liens-là et ces connexions-là. Parce que si quelqu'un a besoin de quelque chose dans l'équipe, il va dire attends, il va pas forcément faire pour lui et aller voir. Mais par contre, il va le connecter. Tiens, je connais un tel qui s'occupe de tel sujet et qui va pouvoir t'aider. Tiens, je te le présente et tu vas pouvoir lui parler. Pour moi, c'est ça la connexion. Et le dernier rôle, qui revient un peu avec les invités, c'est le rôle de coparticipant. L'autre, c'est un participant aussi dans plein de moments, mais où il participe avec ses invités, où il est au même niveau que tout le monde, où il participe comme tout le monde, avec quand même cette nuance particulière quand il va être coparticipant, en tant qu'hôte, il va montrer l'exemple, le chemin, parce qu'en tant que leader, les gens vont quand même être attentifs à ce qui se passe. Donc, il va être un exemple. Et ça va être important aussi, une fois qu'il a montré le chemin, qu'il laisse la place pour que les autres passent en premier, en tant que coparticipant, qu'il fasse attention à ça. Donc, là, on voit, par exemple, dans ce que je viens juste de dire, que dans tous les rôles, il va y avoir aussi cette notion dans un rôle, je vais avoir des moments où je vais être en avant, des moments où je vais me mettre en arrière. Et on va pouvoir les combiner avec les positions qu'on a vues juste avant, qui va faire plein de possibilités de faire plein de choses. Ces rôles-là, également, là, je les ai décrits dans l'ordre qui paraît logique et classique pour une création d'événement, pour une invitation à un dîner. Mais quand on met la métaphore dans notre vie de tous les jours et dans le travail et dans son rôle au boulot, ça va peut-être pas être si simple que ça et dans cet ordre-là. Peut-être que là où j'en suis, je vais avoir d'abord besoin de faire de la connexion. Peut-être que je vais avoir d'abord besoin de créer de l'espace avant de pouvoir initier des choses. Et là encore, c'est une métaphore et des outils de réflexion. De quoi j'ai besoin à quel moment. Et il y a plein de... Donc la semaine dernière, j'ai donné une formation là-dessus et j'ai demandé aux gens ce que vous avez fait tout à l'heure, mettre vos pratiques dans les lieux, je leur ai demandé de mettre des pratiques dans les rôles, dans leur futur rôle de coach, quelle pratique ils pouvaient voir qui allait avec quel rôle. Et il y a des gens qui avaient mis des pratiques similaires dans des rôles différents. Et il y avait pas... Ils me demandaient, oui, mais alors là, moi, je le vois plus là, mais moi, je le vois plus là. Et en fait, les deux pouvaient avoir du sens. Et je leur ai dit, mais c'est pas... il n'y a pas forcément une réponse, c'est une question d'intention et de qu'est-ce qui vous êtes dans ce moment-là. De la même manière que je peux faire la même action en étant avec les invités ou sur scène, je vais pouvoir choisir mon rôle. Est-ce que là, j'ai besoin de créer de l'espace pour les autres? Est-ce que j'ai besoin d'initier? Est-ce que j'ai besoin de connecter? Est-ce que je voudrais inviter avec ça? Par exemple, je vais faire un petit déjeuner. Je vais initier et inviter mon équipe à un petit déjeuner. Donc, c'est une invitation, mais ça crée de l'espace aussi pour l'équipe pour
pour qu'ils aient un espace informel, et ça va connecter aussi l'équipe et les gens entre eux. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus? Je crois que j'en ai déjà dit pas mal. Voilà, donc c'est cette notion ensuite que dans chaque rôle, on va pouvoir se mettre en avant ou en arrière. Donc quand j'initie, j'ai un moment de recul pour regarder qu'est-ce qui se passe autour de moi, de quoi il y a besoin, pour pouvoir initier, ensuite me mettre en avant et faire le premier petit pas qui va initier la vision, l'objectif vers là où je voudrais aller. Heu, quand je quand je participe, c'est pareil, il va y avoir, le moment un peu en arrière où je laisse les autres passer devant et prendre la main, ou des fois, moi un peu plus en avant, où je montre l'espace. Alors, sur Draft, il y a une matrice à droite, avez-vous prévu d'en parler? Car il reste 8 minutes. Alors, il reste un peu plus que 8 minutes parce que normalement, le meet-up dure jusqu'à 15 heures. Mais, mais oui, tout à fait, j'ai prévu d'en parler. Euh, ok. Donc voilà pour ces 6 rôles-là. La semaine dernière, par exemple, je leur avais fait un petit exemple que je vous montre là sur la formation, heu, les rôles et les lieux. Donc pour initier la formation, il y avait besoin de voir, quel est le besoin de formation, de quel sujet les gens ont besoin. Donc ça, c'était plus sur le balcon, pour observer, heu, mais ça aurait pu être aussi avec les invités. Dans la cuisine pour, préparer une idée de sujet, un format. Proposer la formation aux gens, donc ça peut être avec les invités si on leur en parle, lors d'un moment informel, ou ça peut être sur scène, si à un moment donné, on se met en avant pour aller le dire à tout le monde, par exemple. L'invitation, trouver le bon créneau, les bons participants, donc ça va être plus dans la cuisine et avec les invités pour leur parler. Envoyer l'invitation dans la cuisine. Donc créer l'espace, préparer le déroulé. Donc là, ça s'est passé pas mal dans la cuisine, mais ensuite, pendant la formation, il y a toute une création d'espace qui va se faire aussi en étant sur scène, par exemple, et en créant le cadre. Et là, ça revient aussi au rôle de gardien de la porte sur scène, qui va donner le cadre au démarrage, qui va recadrer, qui va faire attention au timeboxing, etc. De la connexion qui peut se passer de différentes manières, en faisant un tour de table check-in, en faisant des groupes de travail pour que les personnes se connectent par petits groupes, ce que j'ai pas pu faire aujourd'hui parce que c'était un peu plus compliqué. Et en coparticipant pour répondre aux questions des gens avec les invités, donner des exemples de ce qu'on a vécu. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Ok. Alors, justement, donc effectivement, sur le draft à droite, j'avais mis une matrice rôle et lieu. Donc, ce que je disais, c'est que on peut chaque rôle peut se faire dans n'importe quel lieu. Donc on peut aussi, on peut aussi faire cet exercice, des pratiques qu'on a professionnellement chacun, d'aller les positionner dans les rôles et dans les lieux, de savoir voilà quel rôle, quelle pratique je fais et quand je le fais, dans quel rôle je suis et dans quel lieu je suis. Et là, ça peut après faire l'exercice, la même chose que ce que vous avez fait tout à l'heure, et de se poser la question, est-ce qu'il y a des rôles que j'utilise beaucoup plus que d'autres? Est-ce qu'il y a des rôles dans lesquels je suis plus à l'aise? Est-ce qu'il y a des rôles que j'utilise toujours dans le même lieu? Est-ce que ce serait intéressant? Est-ce que ça me va comme ça? Est-ce que ça fonctionne? Ou est-ce que ce serait intéressant que je change quelque chose? Euh, je sais pas moi, par exemple, euh, quand,
quand je crée de l'espace, je vais avoir toujours tendance à être sur scène pour donner un cadre, faire les choses, etc. Est-ce que ce serait pas plus intéressant que j'aille avec les invités et que je me mette un peu en recul ou en arrière, ou que je prenne un peu de temps dans la cuisine pour réfléchir à ça, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas assez d'engagement dans mon équipe, comment je pourrais en faire plus, de quel rôle et de quel lieu je vais avoir besoin à quel moment. Donc voilà un peu à quoi ça pourrait servir, la matrice. On va pas forcément, le faire maintenant, parce que je pense que vous avez compris un peu le principe. Est-ce que vous avez des questions? J'ai l'impression qu'il n'y a aucun rôle où l'on ne reste que sur le balcon. Alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, les rôles, je pense qu'il y a aucun rôle qui ne se fait dans un seul lieu. C'est-à-dire, c'est pour ça un peu que je montrais ça par rapport à cette matrice-là. C'est-à-dire que je pense que la plupart des rôles vont avoir un sens dans différents lieux et on peut aller sur le balcon faire plein de choses. C'est vraiment une question de choix et de posture. Mais effectivement, je pense pas qu'il y a un rôle où on reste que dans un lieu, quoi. Que ce soit le balcon ou la scène ou quelque chose, à un moment donné, il y a toujours un peu cette notion dans chaque rôle, je vais avoir un moment donné où je me mets un peu en arrière, à un moment donné, je me mets un peu en avant. Donc un peu en arrière, ça va vouloir dire souvent dans la cuisine ou sur le balcon, et un peu en avant sur scène ou avec les invités. Et alors là, on pourrait dire, on peut être avec les invités et se mettre en recul, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on passe sur le balcon quelque part. C'est, euh, Est-ce que tu as déjà fait un lien avec les moving motivators pour ton compte, ton positionnement de host? Alors non, pas du tout. Je n'ai jamais fait le lien entre les moving motivators et le positionnement du host leadership, mais pourquoi pas, ouais, ça pourrait être intéressant en fonction de quel objectif, qu'est-ce qui me motive et du coup, quelle posture je prends par rapport à ça. Ouais, pourquoi pas. Voilà, donc ouais, cette métaphore de l'autre, moi, c'est une métaphore que j'utilise pas mal, moi, pour réfléchir, en fait, justement à cette posture. Et j'aime bien cette notion, dans le livre, il parle de danse entre avant-arrière. Et quand on accompagne des équipes, hein, quel que soit son rôle, c'est toujours une question, enfin, en tout cas, moi, que je trouve récurrente quand je parle avec les gens, de savoir à quel moment je me mets en avant ou en arrière. Et effectivement, le choix des rôles et le choix des postures, ça revient à son intention. Donc, effectivement, comme tu disais, Olivier, par rapport aux moving motivators, à la motivation aussi, puisque c'est donc, quelle intention j'ai par rapport à tout ça. Et je trouve que c'est un outil très intéressant aussi pour quand on accompagne des managers qui ont parfois, enfin, qui vont souvent, enfin, moi j'ai pas mal de managers qui sont venus me voir en me disant voilà, j'aimerais bien que mon équipe soit plus engagée, je sais pas comment faire, pourtant j'ai l'impression que je fais ce qu'il faut, mais même ou souvent quand on est Scrum Master, hein, on peut entendre ils ne parlent pas assez en rétrospective et c'est moi qui suis obligée d'initier ou de faire ceci ou de faire cela. Donc ça va être de se poser la question, enfin j'aime bien cet outil-là pour se poser la question de voilà, si je me place en tant qu'un hôte qui invite, à ce moment-là, pour que mes invités se sentent à l'aise chez moi, qu'est-ce que je ferais? Dans quelle posture je me mettrais? Comment je les inviterais? Et il y a un exemple dans le livre que j'aime beaucoup. Il cite souvent, Nelson Mandela et à un moment donné, il parle de Nelson Mandela à l'époque où il était en prison, donc depuis des années et un jour, son avocat vient lui rendre visite, donc Nelson Mandela, homme noir, dans l'apartheid, emprisonné, et son avocat qui est un blanc et qui vient, donc Nelson Mandela est entouré de tous ses gardes. Il y a 8 gardes rien que pour lui, de derrière, de chaque côté et de devant. Et son avocat raconte en fait que dès qu'on les voit arriver, on se rend compte en fait que c'est lui qui
alors qu'il est dans cet environnement très, très contraint, que c'est lui qui mène la marche, qui donne le rythme de la marche. Et donc son avocat arrive, le serre dans ses bras, donc ce qui déjà étonne beaucoup les gardes, parce qu'ils n'avaient jamais vu donc faut remettre dans le contexte, hein, on est en Afrique du Sud, et un homme blanc comme ça, être aussi familier avec un homme noir. Et Nelson Mandela, donc, alors qu'il est dans un moment qu'il n'a pas choisi, qu'il n'a pas, où il ne choisit pas son environnement, où tout est contraint. Donc dans le travail, c'est pareil, hein, on ne choisit pas toujours les gens avec qui on travaille, on n'a pas choisi ses invités. Là, pour lui, c'était pareil. Et il se comporte comme un autre, c'est-à-dire qu'il accueille son avocat à bras ouverts en lui disant comment vas-tu? Comment vont tes enfants? Ah, mais je manque à tous mes devoirs, je ne t'ai pas présenté ma garde d'honneur. Et il lui présente un par un, nommément, tous ses gardes. Et quand il fait ça, en fait, il se positionne comme un hôte et il renverse complètement, en fait, l'environnement qu'il a. Rien qu'avec sa posture à lui, en fait, il n'est plus un prisonnier entouré de gardes qui sont là pour l'empêcher d'agir à sa guise. Il est un hôte, c'est sa garde d'honneur, et il les présente nommément, et il a changé la relation avec lui. Et je trouve voilà, cette histoire très, très chouette. Et donc, dans le chat, Nelson est un leader qui a accompagné son père, chef tribal. Deux choses l'ont marqué. Les réunions tribales commençaient lorsque tout le monde était assis en cercle, et son père était toujours le dernier à prendre la parole. Ouais, très chouette. Bah, il y a plein de choses comme ça, et effectivement, il y a, euh, il y a une culture de l'hôte de plein de manières différentes dans les cultures tribales, et ou aussi dans les cultures, dans le livre ils en parlent aussi, dans les cultures du désert par exemple, où, où il y a une notion de survie. Si on n'accueille pas les étrangers, ils vont mourir, et où donc quand un étranger arrive, avant même de lui demander qui il est, son nom, etc., on va l'accueillir, lui donner à boire, le mettre à l'abri, à l'intérieur, à l'ombre, à l'abri de la chaleur. Et une fois qu'il sera bien installé, qu'il aura eu à boire, là seulement on va pouvoir lui demander qui il est, son prénom, etc. Et donc c'est un art de l'accueil qu'on n'a plus forcément de nos jours, et qu'on a peut-être dans les entreprises quand on court tout le temps, un peu perdu. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a encore un peu de temps. Des remarques, des choses que dont vous auriez voulu parler, vous auriez voulu aborder? Ne serait-ce pas une sorte d'humanité que l'on aurait perdue? Question, question philosophique. Bon, alors je pense que je vous propose qu'on s'arrête là, du coup. Au-delà des questions philosophiques, voilà, moi, c'est une métaphore que j'aime bien, parce que quelque part, je la trouve très concrète, même dans plein de petites choses du quotidien. Je vous mettrai les slides en ligne sur le groupe Meetup. Je les enverrai par le groupe Meetup. On va continuer. Non, c'était il y a 2 ou 3 semaines. Il y a 2 semaines, on avait fait un premier test Beyond Scrum Mastering. On avait proposé un open space en ligne, donc avec différentes salles, donc vraiment un open space, donc un forum ouvert où les participants pouvaient venir construire leur propre agenda autour d'une thématique et discuter dans les salles. On va le refaire la semaine prochaine, donc on va envoyer une invitation sur le groupe euh, d'ici demain, je pense. Voilà, donc vous êtes les bienvenus si ça vous intéresse. La dernière fois, alors, question. Quelles sont les limites du host leadership? Ce qu'il adresse couvre mal. Bonne question. Je peux pas vraiment dire les limites. Je dirais ça reste les limites de la métaphore, c'est-à-dire que c'est une métaphore qui aide à se poser des questions. Donc évidemment, ça couvre pas tout et ça répond pas à tout, puisque ça aide surtout en fait à se poser des questions, quoi, sur soi, sur sa posture, sur ce qu'on a envie de faire, avec quelle intention. Euh,
Voilà, donc comme tout, hein, ça reste un outil, ça peut se combiner avec plein de choses. C'est un outil de réflexion. Donc voilà, donc j'étais en train de dire semaine prochaine, open space, donc vous êtes les bienvenus pour tous ceux qui veulent. La dernière fois, on a parlé de télétravail, évidemment, c'était le thème du moment. Là, je pense qu'on restera aussi à proposer un thème dans le moment. Donc pour ceux qui veulent, ce sera la semaine prochaine. Et on fera un meet-up aussi, je pense, d'ici 2 semaines en ligne, toujours sur Agile Fluency, parce qu'on devait le faire en mars en présentiel, on devait le faire en atelier. Et évidemment, on a dû l'annuler, donc on va le reprogrammer. Je vois qu'il y a encore des choses qui se passent sur le chat. Existe-t-il un host parfait ou tout simplement différents styles d'hôtes? Alors moi, je pense qu'il n'y a pas d'hôte parfait, comme il n'y a pas grand-chose de parfait, parce qu'en plus, c'est très subjectif. Qu'est-ce qu'un bon hôte? Ça dépend de ce que les gens veulent, de ce qu'ils souhaitent. Donc il y a plein de styles différents qui vont correspondre à des gens différents et peut-être des autres que quelqu'un va adorer et que d'autres, les gens ne vont pas aimer du tout. C'est inspirant vis-à-vis de nos enfants aussi, j'y avais jamais pensé, le parent source leadership. Moira, ah oui, je l'avais pas pensé comme ça, mais ça peut être intéressant. Je veux bien avoir tes retours là-dessus après. Il y avait un podcast de Pablo sur le sujet, je sais plus lequel ni quand. Et ben moi non plus, mais je vous ai mis des liens vers son site où effectivement il en a parlé aussi pas mal, Pablo, du host leadership. Ok. Eh ben, merci à tous d'être venus nombreux aujourd'hui et d'avoir partagé ce moment avec moi, avec les ados. Ouais. Et voilà, c'était un plaisir de partager ça avec vous. Merci beaucoup d'être là, d'être venu et j'espère que je vous reverrai à un prochain meet-up. Donc n'hésitez pas si vous voulez continuer la conversation sur le groupe Meetup. C'est le coup du draft.io, super idée. Ok, merci, je retiens pour une prochaine fois. C'était un test. Contente que ça vous ait plu. Si vous avez des retours aussi, des choses à améliorer pour une prochaine fois que vous voyez qui serait bien ou vous avez des idées, n'hésitez pas à nous faire le retour sur le site Meetup aussi. Donc, je vais vous souhaiter à tous un très bon après-midi et une bonne suite de semaine confinée chez nous encore.